Et la politique provinciale fait toujours jaser. On manque donc jamais de sujet avec notre chroniqueuse Marie-Ève Doyon. Comment ça va ce matin, Marie-Ève? Ça va bien. Très content de t'avoir parce que si on est en campagne municipale, le provincial fait beaucoup jaser, rentrée parlementaire. Là, il y a eu le discours de François Legault qui était très, très surveillé. Et ce que moi, j'ai vu rapidement dans les sujets qu'il a choisi d'aborder, n'a pas nécessairement abordé ce qui ressort d'un sondage de priorité en ce moment. Tu sais, on parle de logement, on parle d'itinérance, on parle de ce genre de choses. En a-t-il été question dans le discours de François Legault? Pas du tout. Et l'actuel maire et candidat à la mairie de la Ville de Québec, Bruno Marchand, était présent au discours de M. Legault. J'étais également sur place et j'étais assise à peu près en face de lui et j'ai remarqué son non-verbal qui était criant. J'ai pas du tout été surprise de ses réactions dans les médias par la suite parce qu'il a donné des réactions à chaud après le discours du premier ministre dans lequel il a dit « Mais pourquoi on n'a pas parlé de logement social? Pourquoi on n'a pas parlé d'itinérance? Pourquoi on a choisi un discours qui parlait de sécurité, de grands périls, d'identité, alors que ce que les Québécois veulent, c'est des logements qui ont du bon sens, avoir moins de gens qui souffrent, qui sont dans la rue parce qu'ils ne sont pas capables de se loger. Monsieur Legault a eu un bref mot sur les questions de santé mentale, mais on ne comprend pas trop ce qu'il souhaitait. Est-ce qu'il voulait qu'on ait, par exemple, des interventions plus agressives envers les personnes qui pourraient avoir besoin de soins, et ce, pour ou contre leur gré, parce que la santé mentale, au Québec, on peut s'en parler longtemps, là. L'incapacité du réseau à accueillir les gens qui ont besoin de soins. Mais aucune réponse sur l'itinérance et les municipalités sont prises à gérer le dossier qui devrait appartenir au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Les municipalités construisent et veulent construire plus de logements sociaux, mais évidemment, il y a de la paperasse et que tout ça allonge l'organisation des projets, les autorisations, les seuls allègements dont le premier ministre a parlé. Puis il en a parlé, là. Il a dit qu'il faut éliminer les processus qui sont trop longs. Il faut accélérer la création de grands projets. Est-ce que grands projets, ça veut dire des logements sociaux? Et ce qu'il nous disait aussi, c'est qu'il faut que tout aille plus vite, avec moins de monde, parce qu'on va éliminer des postes dans la fonction publique pour que ça coûte moins cher. Ça fonctionne toujours, ça, faire plus avec moins de monde? Ça a toujours bien fonctionné. Ça a toujours, de le dire à voix haute, ça fait juste pas de sens. Ça a bien fonctionné aussi quand ce gouvernement a embauché 10 000 personnes de plus dans la fonction publique. Puis aujourd'hui, pour faire arriver les chiffres à la fin du mandat, ce qu'on veut, c'est couper ces personnes. Est-ce que ça veut dire qu'elles ont été embauchées pour rien? Est-ce que les services qu'offrent ces personnes-là en ce moment sont des services que les citoyens devront remplacer eux-mêmes par des démarches qu'ils devront faire eux-mêmes, ou ce sont des services qui ne servaient que temporairement? À ce moment-là, est-ce que c'était opportun d'embaucher de cette manière-là? Moi, ça me rappelle un film dans lequel j'ai joué, parce que j'ai été brièvement fonctionnaire, moi, dans l'administration publique au Québec autour de l'année 2001-2002, et j'ai été le visage du rajeunissement de la fonction publique. Donc, j'étais une jeune, je sortais de l'université, j'étais diplômée, j'ai obtenu un contrat occasionnel dans un ministère. Donc, c'est un contrat 2 ans renouvelable souvent. Et finalement, le gouvernement Charest, pour lequel j'ai fini par travailler par la suite, mais le gouvernement Charest est arrivé au pouvoir, les finances publiques étaient en catastrophe, alors on a décidé de faire le ménage dans l'administration publique. Et qui a perdu son emploi? Les plus jeunes, les plus précaires, ceux qui avaient le moins de stabilité d'emploi. Oh, donc, quand j'ai rencontré le ministre à cette époque-là, parce que je l'ai rencontré au détour d'une démarche de recherche d'emploi, je lui ai dit, mais c'est moi le rajeunissement de la fonction publique. Vous m'avez mis dehors il y a 3 mois. Et c'était ça aussi. Il y a des gouvernements qui, pour faire arriver les chiffres, coupent du personnel. Et ils nous disent toujours c'est du personnel administratif, ça n'affectera pas les services aux citoyens. Ça serait dur d'affecter les services aux citoyens, ils n'en ont pas. Effectivement. Puis, on me dit du côté de plusieurs syndicats qu'on tape toujours sur les fonctionnaires, mais qu'en proportion, parce que ça, c'est intéressant, il y a le nombre de fonctionnaires, mais il y a combien de fonctionnaires au ratio de population? Il n'y en aurait peut-être pas tant que ça. C'est ce que disent les syndicats, du moins. Et ils disent, s'il faut couper, c'est peut-être plus dans les postes de haute gestion que dans les fonctionnaires qui sont vraiment dans
l'opération quotidienne. Là. Il y a visiblement des dédoublements dans la fonction publique. On a tous été surpris de la création de Santé Québec avec ce qu'on a appelé des top guns, des gens qui sont payés 500, 300, 200 000 $ par année, alors que le problème du réseau de la santé, c'est pas le pilote dans l'avion, c'est le fait qu'il n'y a pas suffisamment d'hôtesses de l'air pour venir servir les clients. Okay, bon. Alors, on empile le plus de monde possible dans l'avion pour essayer, on dit aux citoyens, bien, vous allez voir moins longtemps un médecin, vous allez appeler au 811, vous allez faire 3, on va vous demander, rendu à l'hôpital, pour quelle urgence est-ce qu'on vous aide aujourd'hui? Vous avez 20 minutes, vous pouvez demander un seul problème par consultation, vous devez rappeler, attendre encore. Et pendant ce temps, on nomme des gens qui vont être payés 200 000, 300 000, 400 000. Combien de préposés aux bénéficiaires, combien d'infirmières à temps normal on peut embaucher avec des salaires comme ceux-là, et ce, sur des années récurrentes. Et on parle, là, quand on dit ça, on donne des symboles, parce qu'on parle que de la direction de Santé Québec, mais des agences. Là, on a créé l'agence de transport aussi pour coordonner les projets de transport et de mobilité. La grande agence de mobilité, là, est-ce que ça va réduire des explosions de coûts comme on a vu dans SACLIC? Est-ce que Santé Québec va réussir à réaliser le dossier Santé Québec dans les prix et dans les délais? Ce dossier-là était sur, ou une version préalable là, de dossier Santé Québec était sur mon bureau quand j'étais attachée politique responsable des contrats informatiques, puis ça fait 20 ans que j'ai pris ma retraite ou à peu près. Ah ouais. Alors, c'est un dossier qui ne finit pas de s'étirer, puis en informatique au Québec, on court toujours un petit peu après la technologie parce qu'on commence des projets qui vont durer 8 ans, mais dans 8 ans, vous allez avoir changé d'iPhone 5 fois. Ah, absolument. Alors, imaginez la technologie dans nos systèmes d'État et comment on est à la merci du privé dans ce cas-là. Ça, c'est une chose. D'autre part, bien, le premier ministre, lui, a choisi, puis moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, un vocabulaire qui était extrêmement lourd et chargé. Un champ lexical, là, la rédactrice de discours que je suis a analysé beaucoup le champ lexical qui était basé sur la peur, sur la crainte. On a dit que les islamistes radicaux attaquaient notre société. J'avais l'impression d'être dans la bande de Gaza pendant 2 heures, que les Québécois avaient peur, ne se sentaient pas en sécurité dans leur quartier. Puis là, ne se sentent pas en sécurité. Pourquoi? Parce que les gangs de rue sévissent, parce que les gangs de rue sévissent dans certains endroits du Québec, qu'il y a eu des bavures policières parfois, des erreurs sur la personne de la part du crime organisé. J'entendais le ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, parler ce matin sur d'autres zones dans lesquelles il disait « Donnez-moi du temps, là, je vais travailler avec les corps policiers pour qu'on mette la pression sur le crime organisé. » Mais quand on met de la pression sur le crime organisé, j'en suis très bien, mais ce qu'on fait, c'est aussi créer de la panique. Puis souvent, ça amène la culmination de certaines luttes entre des groupes de crime organisé qui décident, nous, là, on n'aura pas la police sur le dos longtemps, on va régler nos problèmes le plus vite possible. Alors, ça peut provoquer des choses? Dans certains cas, ça le fait. Quand on met de la pression sur le crime organisé, ce qu'on fait, c'est qu'on veut dégommer des gens, on veut leur faire causer des erreurs qui vont nous permettre de les attraper. C'est ça qu'on souhaite, parce que si ce qu'on voulait, c'était les calmer, on mettrait des travailleurs de rue pour s'occuper des jeunes, on mettrait plus de loisirs organisés pour les jeunes dans des communautés plus précaires. La criminalité se rajeunit, on prend des jeunes qui n'ont soit pas d'espoir, pas d'endroit où aller, pas de cadre scolaire intéressant, pas d'engagement dans, par exemple, du sport compétitif ou amical, organisé, supervisé, avec de la valorisation pour eux. Ce qu'on leur dit, bien, vous n'avez pas de chance vraiment de sortir de la pauvreté. Alors, trouvez une façon de faire de l'argent le plus vite possible. L'école, c'est pas comme ça que vous allez y aller. De toute façon, vous êtes assis sur le banc en arrière, puis personne ne s'occupe de vous. Alors, la première chose à faire pour sortir les jeunes du crime organisé, c'est de donner un projet de vie, un projet de société intéressant à ces jeunes-là. Si tu es occupé à faire des choses qui sont constructives, tu n'as pas le temps d'aller niaiser dans la rue pour faire de l'argent rapidement, faire du trafic d'armes, réaliser des crimes contre la personne un peu n'importe comment. Des fois, je suis certaine qu'il y a des criminels de longue date qui se disent « Mon Dieu, c'était donc bien mieux avant. On se tapait sa gueule entre nous autres, mais on ne passait pas à côté tout le temps. » Il y avait des règles. En tout cas, je pense que... Il y avait des règles d'honneur qui étaient mieux respectées. Des règles non écrites, bien sûr. Maintenant, le fait de dire « C'était donc bien mieux avant », ça ne règle pas les problèmes qu'on a.
Puis quand le premier ministre dit « Je veux que le ministre de la Sécurité publique me propose des façons de rendre nos sociétés plus sécuritaires », moi, je trouve que ça dit ça, puis dit rien, puis redis-le dans une autre phrase pareille. Mais quand un premier ministre et ses rédacteurs, qui sont des gens qui sont très habiles, là, par ailleurs, choisissent un champ lexical, choisissent de parler de peur, de parler de crainte, de menaces, d'attaques, de radicaux. Je ne suis pas certaine qu'ils nous proposent pour la prochaine année un projet de société dans lequel tout le monde va vouloir embarquer au prochain scrutin. Mais tu l'as dit, Marie-Ève Doyon, il est bien entouré. Il y a des stratèges, il y a des think tanks. Lui-même a déjà été beaucoup plus populaire. C'est pas un piment, si vous me permettez l'expression. S'il a choisi de prendre cet angle-là, ces mots-là, il y a une stratégie électorale. Est-ce qu'il veut aller chercher... Puis là, je veux pas généraliser. Ça parle à du monde, ça. Est-ce qu'il veut faire peur à une population peut-être un peu plus âgée qui vote massivement, puis c'est une stratégie pour lui, ou si je me trompe de piste de réflexion? Bien, on a mangé encore de l'immigrant chez M. Legault. Puis il a fait attention parce qu'il sait qu'il y a un ressac de gens qui disent, là, attendez, là, tous les problèmes ne sont pas la faute des immigrants. Mais il a répété qu'il y en avait 200 000 de trop. Moi, j'ai toujours envie de lui demander, mais qui accorde les certificats d'acceptation du Québec et les certificats de sélection du Québec quand on fait venir un travailleur étranger ici, quand on fait venir un étudiant ici? C'est pas vrai que c'est le fédéral qui choisit d'envoyer des étudiants au collège Dawson, là, puis qui les envoie à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est pas vrai. Le gouvernement du Québec a sa part de responsabilité là-dedans. Et le gouvernement, quand M. Legault choisit ce vocabulaire-là, il essaie de ramener les gens qui voudraient voter pour les conservateurs un peu plus de son côté pour éviter de diviser le vote au maximum, de perdre des circonscriptions qui lui sont acquises. Et il joue aussi sur l'identité québécoise, dans l'espoir peut-être de faire le gain chez des personnes qui voudraient choisir la souveraineté comme solution. Si ces personnes se disent, bien, on va protéger mon identité, on va protéger mon Québec, sans vouloir un référendum, je vais peut-être voter pour la CAQ. C'est une stratégie qui en vaut une autre et le temps nous dira effectivement si c'était une bonne stratégie. La prochaine élection, c'est encore dans un an, si je ne me trompe pas. C'est ce qu'on prétend. Rien n'empêche le premier ministre de déclencher des élections plus tôt ou la rumeur continue de courir que M. Legault pourrait terminer cette session parlementaire et céder sa place. Est-ce que ce serait quelque chose de souhaitable selon toi? Moi, je ne crois pas au miracle Carney 2 fois. Je pense que la Vierge est apparue à Lourdes une seule fois, là. Et je pense aussi qu'une course à la chefferie à la Coalition Avenir Québec, personne n'en veut parce qu'il voudrait que tant qu'à avoir un résultat pitoyable au prochain scrutin, aussi bien que ce soit avec M. Legault, puis qu'on reparte en neuf avec un nouveau chef, une course qui prendra son temps, une vraie course à la chefferie, puis une vraie reconstruction. Un 4 ans pour... un 4 ans pour se reconstruire, puis il y a moins d'urgence, mais reconstruire quoi? Parce que aussi, un parti qui serait décimé, on l'a vu, là, ça a été très difficile pour le Parti québécois de se trouver un nouveau chef alors qu'il n'avait presque plus de députés. On a déjà vu aussi à Ottawa la même chose pour le Bloc. Donc, moi, je ne chante pas le requiem de la CAQ tout de suite, mais je pense que les caquistes auraient tout avantage à laisser le bateau couler avec son capitaine actuel, puis on repart avec un boat neuf, puis un nouveau capitaine, puis tout le monde est derrière lui, puis on lui donne le temps, ou elle, parce qu'il y a des femmes aussi sur les lignes, mais on leur donne le temps de reconstruire. Marie-Ève Doyon, c'est toujours passionnant de t'écouter. Merci beaucoup de prendre le temps de venir en studio aux 2 semaines et nous raconter tout ça. C'est tellement le fun. Je te souhaite une très, très belle journée. À bientôt. À bientôt. Merci. 8h44 maintenant sur les